Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Cette semaine, nous partons à Jérusalem où les tensions sont vives en raison de l'installation de portiques de sécurité sur l'esplanade des mosquées après la mort de 2 policiers israéliens dans une attaque vendredi dans la vieille ville. Nous irons également en Turquie faire le point sur la situation des femmes un an après le coup d'État manqué contre le président Erdogan. Enfin, nous recevrons Yassi Medgalchi, co-directrice de la galerie d'art Nicolas Flamel, une galerie qui met à l'honneur des artistes iraniens. L'esplanade des mosquées ou le mont du Temple, ce lieu sacré pour les juifs et pour les musulmans, est de nouveau au cœur de tensions vives entre les deux communautés. Les autorités israéliennes avaient fermé vendredi l'accès à l'esplanade après une attaque qui a coûté la vie à 2 policiers israéliens dans la vieille ville de Jérusalem. L'accès a été rouvert dimanche après l'installation de portiques de sécurité, mais les fidèles musulmans refusent de se soumettre à ces mesures, ce qui cristallise les tensions. Nabia Marloufi. Grenades assourdissantes contre jets de pierre. Déployées en nombre, les forces de l'ordre tentent de disperser la foule. Une foule compacte rassemblée devant la porte des Lions, l'un des points d'accès à la mosquée Al-Aqsa. À l'heure de la prière du soir, les fidèles ont préféré se recueillir à l'extérieur du site. Pour eux, pas question de se soumettre au contrôle de sécurité avant de pénétrer dans le lieu saint, placé sous étroite surveillance depuis l'attaque meurtrière de 2 policiers israéliens vendredi dernier. J'ai demandé que des détecteurs de métaux soient installés à l'entrée du mont du Temple. Nous allons également installer des caméras de sécurité à l'extérieur du mont du Temple. Elles nous donneront une vision complète de ce qui se passe aux alentours. Le mont du Temple, l'appellation juive de ce site sacré. Les fidèles peuvent s'y rendre quelques heures par jour mais ne sont pas autorisés à y prier. Le recueillement est exclusivement réservé aux musulmans. Ce 3e lieu saint de l'islam abrite d'ailleurs la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher. Le gouvernement palestinien tient le gouvernement israélien, la puissance occupante, pour responsable des dégâts sur la mosquée Al-Aqsa, pour la judaïsation de Jérusalem et pour l'effacement de l'identité historique et islamique de la ville. Depuis 1967, c'est une instance religieuse jordanienne qui administre les lieux, mais son accès est rigoureusement contrôlé par l'État hébreu. Octobre 2014, après l'attaque d'un policier, le site est verrouillé. Seuls les hommes de plus de 50 ans peuvent y accéder. La décision est alors reçue comme une déclaration de guerre par l'autorité palestinienne. 14 ans plus tôt, en septembre 2000, c'est la visite d'Ariel Sharon qui met le feu aux poudres et déclenche la seconde intifada. Ce lieu hautement symbolique est surtout le point d'ancrage de toutes les crispations. Loin d'apaiser la situation, le Hamas qui contrôle la bande de Gaza a de son côté appelé à un nouveau soulèvement. Les commémorations des 1 an du coup d'État manqué en Turquie. Le président Erdogan a célébré en grande pompe cet événement. Depuis le coup d'État avorté du 15 juillet 2016, le reis turc a renforcé son pouvoir, accéléré les purges et affaibli l'opposition. Recep Tayyip Erdogan ne compte pas freiner la répression. Il a déclaré vouloir rétablir la peine de mort et promis d'arracher la tête des traîtres. Fin de citation. Et en Turquie, justement, les meurtres de femmes sont en constante augmentation depuis quelques années. Selon les féministes, la société qui a réduit leur rôle à la sphère domestique en est en grande partie responsable. Un père dévasté qui rend visite à sa fille, enterrée ici depuis 2012. Le cimetière est loin de chez lui, sans transport en commun pour y accéder. Un calvaire de plus pour Zeki, dont la fille unique a été assassinée par un homme dont elle avait refusé la demande en mariage. L'homme est en prison, mais la famille est brisée. Depuis, je ne vis plus, je ne peux même plus bouger cette bouteille d'eau là. Pendant que ma fille repose sous terre, nous sommes morts aussi, ma femme et moi. Dans la maison, nous restons à 3 avec mon petit-fils. Mais moi, en même temps que ma fille, je suis mort. Un cas, hélas, pas isolé. En Turquie, les féminicides ont presque triplé en 5 ans. Selon les associations féministes, l'arrivée au pouvoir de l'AKP explique pour beaucoup ces chiffres terribles. Ce système patriarcal se reflète dans la vie domestique, se reflète dans notre vie professionnelle. Quand nous tentons d'y résister, de vivre nos vies, nous les femmes devons faire face à la violence, aux attaques, à la mort.
simplement car les femmes ne sont plus vues comme des égales ici. Scénario classique, un homme se venge d'un supposé affront, comme pour la sœur de Nazli. Un jour de novembre 2014, cette jolie brune a été tuée par son ex-mari, qui a ensuite plaidé la folie pour réduire sa peine. Même défense pour le tueur de Duygu, dont le procès a lieu ces jours-ci à İzmir, dans l'ouest de la Turquie. Duygu a été tuée par un homme qu'elle connaissait. Elle a été poignardée plusieurs fois, à mort. Le suspect a essayé de s'en tirer avec toutes les techniques de réduction de peine possibles, disant qu'elle l'avait provoquée, insultée. Il a tenté de dire qu'il regrettait, qu'il ne voulait pas la tuer, qu'enfin, il ne possédait pas toutes ses facultés mentales. En Turquie, entre 2010 et 2016, près de 1700 femmes ont été assassinées selon les associations de défense des droits des femmes, dont 328 en 2016. Et on part en Iran pour vous parler d'un domaine qui a survécu aux sanctions, aux révolutions et aux guerres. Il s'agit de l'art. Il est inscrit dans le patrimoine génétique des Iraniens. De la miniature perse au mur de Persépolis en passant par l'art contemporain. Il suffit de voyager dans le pays pour le constater. Mais ce constat, on peut aussi le faire ici à Paris, à la galerie d'art Nicolas Flamel. Yossi Medgalchi est avec nous sur ce plateau. Vous êtes co-directrice de cette galerie d'art. Tout d'abord, racontez-nous comment est née cette galerie d'art et parlez-nous aussi de l'expo actuelle dans cette galerie. Oui, alors bonjour. Mon associé Sam Kalatbari et moi-même, nous sommes passionnés depuis toujours par la culture iranienne. Lorsque mes parents ont fondé la galerie en 2009, et Sam et moi, nous nous sommes joints à eux pour pouvoir nous réunir, former une équipe et montrer une autre image de l'Iran, différente, loin de celle qu'on voit dans les médias, loin de la politique, mais plutôt celle d'une histoire, d'une civilisation qui est autour de la poésie persane, la littérature, la musique, l'architecture, dont s'inspirent nos artistes pour créer leurs œuvres. Et parlez-nous donc de l'exposition qui a lieu actuellement dans le meilleur des mondes. Oui, alors tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, phrase que l'on retrouve Voltaire. dans Candide de Voltaire, pour vraiment symboliser l'optimisme qui est le point commun de toutes les œuvres qu'on peut voir à la galerie. C'est une exposition vraiment avec plusieurs œuvres exclusives qui n'ont jamais été vues. Donc de l'art moderne à l'époque contemporaine de l'Iran. Là, vous avez une œuvre de Aydin Ordoşlu, grand peintre moderne, Sohrab Sepehri, qui est un des piliers de l'art moderne de l'Iran. Donc, il y a des œuvres à venir voir, à ne pas rater. C'est pour toutes les générations, toutes les nationalités. Donc, c'est là qu'on voit que l'art est universel et que là où la politique peut séparer les nations, l'art et la culture les rassemblent. Alors, l'art contemporain iranien est très coté sur le marché de l'art. Comment expliquez-vous cela ? Alors, il y a une dizaine d'années, Christie's créé à Dubaï, ce qui a vraiment fait exploser cette effervescence artistique et l'intérêt des collectionneurs pour l'art iranien dans le marché du Moyen-Orient. Et bien sûr, avec la vente aux enchères de Téhéran qui a débuté il y a quelques années. Donc, il y a un gros intérêt, surtout depuis ce qui se passe politiquement. Les gens s'intéressent de plus en plus à l'art iranien. Est-ce que la censure est en train de ralentir dans le pays ? On a vu ce week-end le décès de la mathématicienne iranienne Mariam Mirzakhani. On a vu ces photos partout, des photos d'elle non voilées, ce qui est assez inédit. Est-ce que la censure est en train de ralentir dans le pays ? Est-ce que ce ralentissement, s'il existe, concerne l'art ? Alors, je pense que la censure a toujours existé. Donc, ce n'est pas seulement en Iran, c'est partout dans le monde. Et ce qui est arrivé à Mariam est d'une grande tristesse. Mais Mariam est une icône, donc ça va au-delà de la censure. Elle est une icône, donc son image sera partagée partout jusqu'à la fin. Alors, dernière question, est-ce que vous privilégiez, par exemple, en parlant de la censure, des ouvrages qui sont plus susceptibles d'être censurés en Iran, ou est-ce qu'il est possible de retrouver une œuvre chez vous à Paris dans votre galerie d'art et de la retrouver quelques temps plus tard dans une galerie d'art à Téhéran ? Oui, alors moi j'ai grandi dans une famille d'artistes. Mon oncle est un grand caricaturiste iranien, Kambiz Dehrambarch. Et c'est vrai que je l'ai vu évoluer et
voir un caricaturiste vivre dans la censure, on comprend que la censure n'empêche pas un artiste de faire ce qu'il a envie de faire ou de dire ce qu'il a envie de dire. Il transmet son message par tous les moyens. Et nos œuvres, j'espère, seront vues à Paris, mais aussi partout dans le monde. Donc si un jour elles vont en Iran ou vice-versa, on est content puisque l'art doit voyager. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On se quitte justement sur ces images de la mathématicienne iranienne Mariam Mirzakhani, décédée d'un cancer à l'âge de 40 ans, professeure à l'université américaine de Stanford. Elle avait été la première femme à recevoir la prestigieuse médaille Fields en 2014. C'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Reporter, présenté par Antoine Cormery. Aujourd'hui, la Chine se rêve en superpuissance du football mondial. Quand le président Xi Jinping lui-même, grand fan du ballon rond, veut que son pays organise le mondial de 2030, tout le monde s'investit. Les clubs paient les salaires les plus élevés pour convaincre les stars internationales du football de venir jouer en Chine. La pression monte dans la ville de Guangzhou, où la plus grande école de football au monde met tout en œuvre pour former la future élite du football chinois. Reporter, à voir sur France 24 et sur France24.com.